sold my soul a good price. Out of sight. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. J'avais invité Corinne Cloy à faire cette interview, à présenter son livre et malheureusement elle a été agressée. Donc j'ai fait une autre émission qui parle de la violence, de l'agression. C'est juste après l'attentat de Strasbourg et puis toutes les violences dont nous sommes témoins en ce moment. Donc c'est de cela que cette émission va parler. Mais avant ça, je voulais dédier cette émission à son bon rétablissement, à sa sécurité et également au livre que nous devions présenter avec Corinne Cloy, le livre Les problèmes de poids, enfin les solutions. C'est un livre passionnant, extraordinaire, simple à lire et qui permet de comprendre pourquoi on prend du poids et comment retrouver un poids idéal qu'on peut trouver sur Amazon. Je compte bien réinviter Corinne à venir le présenter en personne pour qu'on puisse en parler, des problèmes de poids, de comment faire pour atteindre un poids santé, un poids idéal. Voilà, donc c'était une petite présentation avant notre émission et vous pourrez le retrouver dans le lien qui est ci-dessous. Bonne écoute et à très bientôt. Merci. Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Émission qui a lieu tous les 2 mercredis du mois, 2e et 4e mercredi du mois. Comme vous le savez, cette émission devait avoir lieu avec Corinne Cloy, qui est spécialiste du poids, de la gestion du poids en hypnose, qui a écrit un livre également, et on devait discuter de cette émission, de son livre, et l'animer. Malheureusement, elle m'a appelé, elle était en route, elle a fait 3 heures de route, elle est arrivée à Stein, et puis là, elle s'est fait agresser à un feu rouge, sa voiture était bloquée entre un bus et une autre voiture, on a cassé sa vitre, sa fenêtre, puis elle s'est défendue, et ils l'ont tabassée, ils l'ont blessée. Donc elle a été très très choquée, traumatisée, elle est en sang. Puis la police est arrivée pour pouvoir la prendre au commissariat. Et donc cette émission lui est dédiée, évidemment, et tous nos sentiments de compassion et de bienveillance sont dédiés à elle pour qu'elle se remette le plus rapidement possible. Et j'ai décidé de parler de cela, justement, de la violence qui nous frappe tous les jours. On voit énormément de violence. On voit également de la violence dans les rues, de la violence à Strasbourg hier avec l'attentat de Strasbourg. Et j'ai fait appel justement à mon ami Nicolas Wolf, qui est à Strasbourg en ce moment, pour parler de cette violence, pour parler de cet attentat qu'il a vécu et qu'il vit toujours en direct pratiquement, et pour voir un peu ce qu'on peut faire avant la violence, avant la colère, avant qu'elle n'éclate, et puis après, lorsqu'elle est arrivée, quelles sont les solutions post-traumatiques dont on peut et comment on peut gérer ce mal-être que les gens ont par rapport à ce qui se passe dans leur vie de tous les jours. Et cette violence, elle commence très très tôt, à l'école, puis encore à l'école, puis au lycée, au collège, et puis dans la vie active en tant qu'adulte, puis dans la rue. Malheureusement, on n'apporte pas beaucoup de solutions aujourd'hui à tous ces jeunes et moins jeunes qui commettent des actes de violence incroyables. Alors, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir Nicolas en ligne avec nous. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour. Je vais devoir couper dans quelques minutes, mais ce sera juste l'instant de ce que j'attends une livraison là. D'accord. Et je suis très content d'être ici. Je ne suis pas content pour la jeune femme qui a été agressée. Je n'étais pas au courant des circonstances. Et malheureusement, vu comme c'est parti, enfin vu d'ici, et vu de ce qu'on voit actuellement, ça risque pas forcément de s'améliorer. Il y a quand même un climat de dissidence, de révolte, de colère globale.
Et le pire, c'est que c'est de citoyen à citoyen. Bon, là, ça n'a rien à voir parce que c'est un attentat terroriste, de toute évidence. Mais on parle de guerre civile actuellement qui se prépare. Et les gens sont de plus en plus sous pression, sous cocotte-minute, même si on peut dire qu'en France, on est privilégié par rapport à d'autres pays. Il y a des humiliations, il y a des choses que les gens prennent tous les jours. Et cette sorte de violence subie par les gens se répercute par des choses impensables il y a quelques mois où des gens comme vous et moi, ou des retraités vont dans la rue, commencent à se bagarrer, on le voit sur les vidéos avec des policiers, alors que c'est des gens qui sont passés de tout ou rien quasiment là-dedans, quoi. Et quels sont les mécanismes par lesquels l'homme choisit de passer à l'acte? Comment ça se cristallise quand on subit ces choses-là, et comment, avec des techniques vraiment très anciennes, parce que l'hypnose, dans ce qu'on appelle les syndromes post-traumatiques, c'était pendant les guerres de 18, 39-45, l'hypnose avait un grand rôle à jouer là-dedans, parce que c'était réglé très très rapidement. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, notamment j'ai des amis au Colorado qui font des recherches sur des molécules comme l'ecstasy, le MDMA, qui est légalisé là-bas et qui est utilisé pour les militaires sortis de guerre qui ont subi des traumatismes importants. Mais ça peut être n'importe quoi. J'ai régulièrement des gens au cabinet, et puis toi aussi, je pense, tu gères ces choses-là, et c'est vraiment la gestion du traumatisme suite à une agression, suite à un traumatisme de guerre, ou des violences infantiles, ou des violences dans l'enfance. C'est vraiment le b.a.-ba de l'hypnose. C'est vraiment ce qui marche le mieux, et ce qu'on apprend, enfin, ce qui est le cœur du métier. Je pense que tu es d'accord avec ça, quoi. Oui, tout à fait. Et je voudrais parler, tu parles du post-traumatique, de comment on va gérer ça avec l'hypnose en post-trauma. Et c'est vrai que nous avons géré ensemble quelqu'un lors de ton passage ici à Enghien, quelqu'un qui avait été agressé au couteau, des coups de couteau, quelqu'un qui a donc développé une maladie de Crohn suite à ces agressions et suite aux infections qu'il a dû avoir après avoir subi plusieurs opérations. Tu l'as traité ici, et puis moi j'ai continué à le traiter avec 5 à 6 séances, et finalement tout a disparu, il est bien. Et lui-même m'a dit qu'il était quelqu'un de violent, et que ces séances l'avaient rendu complètement serein, parfaitement serein, ou même quand il était bousculé dans les transports, il ne réagissait plus de manière violente. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais avant d'en venir à la thérapie, moi, ce que je voudrais explorer un peu avec toi et faire cette réflexion ensemble, c'est comment on y arrive. Comment on y arrive. Et je voudrais prendre ici ce que le Talmud nous dit. Le Talmud nous dit que les sages du Talmud assimilent donc la colère à une forme d'idolâtrie. Une forme d'idolâtrie, c'est quoi? C'est en fait quand on se prend pour Dieu. On se prend pour le bon Dieu, et donc on imagine que les choses ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient, parce qu'on se prend pour Dieu et parce qu'on est en fait sa propre idole. Et on est coincé dans une certaine situation de vie. On peut être coincé dans un embouteillage, par exemple, et puis ça ne va pas comme on veut, et donc on va s'énerver contre l'autre voiture qui va un peu plus doucement devant nous, ou contre autre chose. Mais en tout cas, parce qu'on a cette forme d'auto-idolâtrie, eh bien, on se met en colère. Et il suffirait qu'on fasse preuve d'un peu d'humilité pour prendre conscience que nous ne pouvons pas avoir la maîtrise de tout, parce que les événements de vie ne sont pas gérés par nous, et parce qu'on ne peut pas donc maîtriser ces événements-là. Par contre, on peut maîtriser la façon dont on reçoit l'événement, la façon dont on va le percevoir, et c'est ça toute la faculté de pouvoir se dire et se prendre avec un peu d'humilité pour accepter l'événement, et l'accepter avec une émotion positive. Mais évidemment, quand on l'accepte avec colère, ou qu'on ne l'accepte pas, eh bien automatiquement, on
rentre dans une colère folle et une rage folle parce que, eh bien, on n'a pas eu ce qu'on devait obtenir. C'est un peu comme un enfant de 3-4 ans qui va taper des pieds, qui va faire sa crise parce qu'il n'a pas eu son jouet ou son bonbon, et que lui, on doit tout lui donner, l'enfant roi, parce qu'on l'a mis à un rang de demi-dieu par sa mère ou son père. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, c'est à gérer sa propre humilité, sa façon d'aborder le monde, sa façon d'aborder les choses et les gens. Il y a aussi également une autre perspective, c'est de ne pas réagir à chaud. Alors c'est vrai que c'est facile de le dire, et souvent on réagit à chaud, mais c'est vrai que lorsque l'on réagit à chaud et que la moutarde nous monte au nez, on perd tout notre bon sens. On perd son sens normal des choses et on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment, qui vont sortir sous le feu de la colère. Et pas seulement on dit, mais on commet aussi des actes assez terribles auxquels on n'aurait jamais pensé à faire en temps normal. Et c'est pour ça que, à nouveau, pour reprendre le Talmud, nous dit de ne pas discipliner nos enfants sous l'effet de la colère. Et donc, parce qu'on perd notre objectivité, puisque cette émotion de la colère nous a envahi complètement. Et ce comportement-là ne sert pas ni l'intérêt de l'enfant, ni l'intérêt de la personne contre laquelle on est en colère, même si c'est une colère justifiée. Alors peut-être qu'il faut quitter la scène du crime pour prendre un bon bol d'air frais, retrouver nos esprits, et puis revenir après avec un esprit plus calme. Donc c'est en tout cas deux petits points ici qui sont importants pour pouvoir se contrôler et contrôler sa colère. Je ne sais pas si Nicolas, tu es là? Oui, j'ai été livré. Donc, d'accord, super. Tu peux bah, parler un peu je vais plus proche du micro? Oui, là tu m'entends? Oui, mais un peu loin. Ah. Voilà. Je vais mettre un peu plus près. Alors, en fait, j'ai entendu ce que tu as dit et je vais reprendre le volet biologique de ce que tu as dit, Oui. qui est tout à fait exact. Les docteurs, de toute façon, font que reprendre la sagesse des anciens. J'ai l'ami d'un de mes professeurs, le docteur McMandel, enfin l'ami, la femme, qui disait que être en colère contre quelqu'un ou être haineux envers quelqu'un, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre meure. Exactement. C'est assez révélateur. Et en pratique, la violence est contagieuse. Elle est d'abord mimétique parce que un enfant va évoluer dans l'environnement de ses parents, donc va adopter le tunnel de réalité, les valeurs de ses parents. Donc si les parents sont violents, si les parents sont sur les tablettes, si les parents regardent des films d'horreur, si les parents sont dans des jeux vidéo violents, Exactement. l'enfant va épouser les valeurs qu'il va copier, parce que c'est son unique et son principal source d'amour, d'attention, et son cadre de référence principal. Mais au-delà de ça, on a cet exemple de cet homme qui se fait agresser et qui tout d'un coup développe une maladie de Crohn, qui est une maladie qui a un gros versant psychosomatique, dont il n'y a pas vraiment de traitement efficace, à part celui émotionnel. Et d'ailleurs, toutes les maladies de l'intestin ou des organes, souvent, ont des composantes très émotionnelles. N'importe quel cancérologue va vous dire que le cancer même, c'est une composante émotionnelle. Il y a des rémissions qui se font une fois que... on a ce cancérologue-là qui annonçait avoir un cancer incurable, je ne sais plus, dans les années 80. Et il passe ses journées devant des chaînes de cartoons, à regarder des dessins animés, des émissions comiques, et il se retrouve en rémission complète. J'ai cette dame ce matin qui est arrivée. C'est une violence, c'est un décès. Sa mère est morte d'un cancer de la thyroïde et elle se met à développer une hyperthyroïdie. Et elle perd sa thyroïde, on lui enlève sa thyroïde. Par mimétisme, par contagion émotionnelle, ça m'étonne pas du tout que cette personne, une fois qu'on régule, je parle de cette personne qui a été agressée et qui a développé un Crohn et qui elle-même a un passé de violence, la violence s'inscrit dans le cerveau. Si on expose un enfant ou un jeune homme à la violence longtemps, il y a des circuits dans l'hippocampe
qui sont liées à la mémoire immédiate, à ces zones entre l'hippocampe et l'amygdale. L'amygdale, c'est une zone à l'avant du cerveau qui te dit est-ce que je vais faire l'amour, est-ce que je vais attaquer ou est-ce que je vais m'enfuir. Et c'est des réactions qui vont totalement débrancher la raison. C'est-à-dire que c'est des réactions primaires. Et ces réactions sont influencées par des schémas mentaux, par des zones, des patterns neuronaux, comme on appelle ça, des réseaux neuronaux, qui vont être construits au cours de la vie. Et plus on va les activer, et plus on va boire le poison, et plus on va s'entraîner dans cette pente-là. Et plus on va mobiliser des hormones d'agression, des hormones de stress, plus on va favoriser l'avènement de maladies thyroïdiennes, de l'estomac, de maladies de Crohn, rectocolite, des cancers. On sait que les gens qui ont des histoires de violence, des histoires de dépression chronique, ont plus de chances que les autres d'avoir des cancers. Et effectivement, quand on prend en charge ces traumatismes, comme on l'a fait avec ce jeune homme, on a rétabli la physiologie, on a rétabli un contrôle de la respiration, et naturellement, il se retrouve avec les symptômes de sa maladie inflammatoire chronique, le Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et il se retrouve avec moins besoin d'activer de la violence. Tout à fait, il s'est remis complètement. En tout cas, j'ai arrêté de le voir la semaine dernière et c'était très très émouvant et aussi très, je veux dire, c'était une satisfaction. C'est une grande satisfaction personnelle d'avoir pu le soulager dans ces mots qu'il avait. Tu as parlé des enfants qui regardent notamment et qui jouent à des jeux violents. Je traite en ce moment des enfants de 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui jouent des jeux en réseau, qui vont dormir très tard le soir. Ils sont épuisés en classe parce que jusqu'à 1h du matin ou plus, ils jouent en réseau avec des amis des jeux violents. Et puis finalement, ces jeux, comme on le sait, ils s'inscrivent, comme tu l'as dit, dans leur cerveau, dans leur schéma fonctionnel. Et puis, pourquoi pas, ces jeux, ils se transposent dans la rue et à l'école et ailleurs. Et on répète le jeu, sauf que ce n'est pas un jeu quand c'est dans la vraie vie. Mais pour eux, ils ne font pas vraiment la différence. Il y a ce concept qui est grec, qui vient du théâtre grec, qui s'appelle la catharsis. Oui. La catharsis, c'est le peuple va au théâtre et il y a des gens qui portent des masques assez caricaturaux et qui vont jouer des scènes de la semaine. C'est-à-dire que c'est comme le journal, les dernières nouvelles d'Alsace, mais en Grèce. Et on va parler de la semaine, mais on va le parler de façon théâtrale, avec des gens qui vont surjouer. Et ensuite, on va faire la catharsis, on va en parler. Donc, l'exposition à la violence, sous forme de spectacle, sous forme de jeu de rôle, fait une catharsis, fait une thérapie, fait une exorcisation. Excusez-moi. Je suis dans la gorge. Exorcise la violence lorsque elle est discutée, elle est verbalisée, elle est digérée. Ces genres de violences-là, dans les jeux vidéo, alors ça a été longtemps la tarte à la crème, les études disent que non, c'est pas vrai. Non. Vous avez un scientifique du CNRS qui s'appelle le docteur Desmurger, qui a écrit un bouquin très très instructif. Il y a une interview YouTube de lui, si vous ne voulez pas acheter le bouquin, qui s'appelle Télévision lobotomie. La catharsis, il le dit, ça n'existe pas avec les jeux vidéo, ça n'existe pas avec les films, parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est subi, parce que c'est vécu, c'est joué. Et ça ne suffit pas pour, justement, c'est des petits dégâts, c'est des petits remodelages cérébraux. Il parle même jusqu'à parler de lobotomie frontale chez les jeunes enfants, exposer un enfant à un écran. Alors, il ne le décrit pas dans son bouquin, mais maintenant on le sait mieux, les écrans, même pas la nature des images que vous allez exposer, mais si vous le faites regarder un Disney pas trop violent, ce qui est très rare chez les Disney. Oui, c'est vrai que Disney est assez violent aussi. Il y avait Blanche-Neige à l'époque, ça avait choqué, la scène de la sorcière avait traumatisé pas mal de gens. Et puis encore maintenant, vous montrez la scène de la sorcière à un enfant, ça peut créer un syndrome post-traumatique. Oui. Et ça peut être assez impressionnant. Un film peut traumatiser un enfant, voilà. Mais le simple fait de regarder un écran bleu
perturbe les réseaux de la mélatonine, les réseaux de l'hormone du sommeil, et perturbe le sommeil chez l'enfant, perturbe sa cognition, son accès à la mémoire, à la consolidation des savoirs et aussi à sa gestion des émotions. Ça et le découpage actuel des émissions télévisées avec ce qu'on appelle les jump cuts, donc les coupages, surtout sur les vidéos YouTube où les youtubeurs coupent les scènes et donc ça fait ce que les hypnotiseurs savent, c'est une activation de la réponse d'orientation, ce que les hypnotiseurs utilisent dans la rue pour faire des activations flash ou ce que Mesmer utilise à la télé chez Arthur pour endormir les gens rapidement. Et ben, ça endort les gens rapidement, ça leur active leur amygdale, l'hormone de la surprise et du stress, de la réaction, et les gens sont sur le qui-vive, et du coup on peut leur raconter n'importe quoi, comme j'ai expliqué, lorsque l'amygdale est activée, bah, le QI diminue, et du coup ça permet de lobotomiser les gens le temps qu'on leur vende le besoin d'acheter un espace publicitaire, du Coca-Cola ou autre chose, et c'est utilisé de façon mercantile, mais ça diminue l'attention des gens, et quand les gens ont une attention diminuée, ils ne comprennent pas, ils ont une logique diminuée, ils ne comprennent pas leur environnement, et quand les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive, bah, la première réaction qu'ils ont, c'est primaire, ils s'énervent. Oui, c'est vrai. Quand on parle de gens, on va dire, entre guillemets, hein, de gens normaux qui ont ces accès-là de colère ou qui ont ces événements de colère qui leur arrivent à eux. Mais si on veut parler de, par exemple, cette agression dont Corinne a été victime maintenant, c'est une agression qui est préméditée, calculée, pensée à l'avance. Là, on parle plus de colère. On parle d'une violence calculée. Et c'est beaucoup, beaucoup plus grave parce que c'est contrôlé. Parce que ces gens-là, ils savent très bien ce qu'ils font, ils se sont entraînés et ils savent où ils vont. Quand quelqu'un se met en colère et qu'il sort de ses gonds, il ne sait pas, il n'a pas contrôlé sa réaction, il ne sait pas exactement ce qu'il va faire ou pas. Il va prendre la première chose qui va lui passer par la main et la casser, mais il n'a pas programmé cette colère. C'est quelque chose qui est arrivé, qui l'a mis en colère. Ici, quand on agresse, on attend en embuscade une voiture, une femme seule qui arrive et qui est fatiguée de la route et puis qui ne fait pas qui n'a pas à faire attention à se faire agresser. Évidemment, l'effet de surprise est total et c'est une violence qui est absolument inadmissible de toute façon dans tous les cas. Qui n'est pas forcément vécu comme une violence par les gens qui perpétuent ça. Exactement, c'est ça. C'est pas une colère, ça. C'est quelque chose Non, c'est ni même une violence parce que c'est peut-être comme un acte de prédation, un acte de chasse. Hein. Vous avez des gens qui sont élevés dans des familles qui encouragent ce genre de comportement, qui encouragent. Il y a des familles de gangsters, il y a des familles de voleurs. Dans les cités, il y a des familles qui se substituent à la famille. Vous pouvez avoir des gens très très honnêtes dans les cités, mais des enfants qui se retrouvent dans des familles de substitution parce qu'ils sont désœuvrés, parce qu'ils vont pas à l'école, parce qu'ils savent que ça leur reviendra à rien et que pour dealer ou voler, ça rapporte mieux. J'avais un gars qui parlait sur de la cité de Paris, qui parlait vite sur une vidéo, il disait nous, on s'en fout des gilets jaunes actuellement. Là, profitez-en. Les flics sont tous sur les gilets jaunes. Allez faire des go fast. Les go fast, c'est quand on prend une voiture chargée de drogue, qu'on passe très vite la frontière. Voilà, c'est leur source de revenus. Pour eux, ils ont pas développé, ils ne développent pas d'empathie pour la dame qu'ils agressent ou pour la drogue qu'ils transportent ou les gens qui vont en mourir. C'est pas leur affaire. Là, on a vraiment un changement durable de leur valeur qui n'est pas concerné par la thérapie. Quoique, hein, parce que, c'est un autre sujet, mais bon, là, on est dans le pénal. On peut toujours changer les valeurs à quelqu'un. Ça, c'est même les criminels en industrie, même les psychopathes. Ça a été prouvé, ça a été testé par le docteur Timothy Leary, qui était précurseur dans la médecine psychédélique, qui est en train de revenir aux États-Unis, en Russie et bientôt, j'espère, en France. Et il arrivait à remodeler des valeurs morales en exposant des criminels psychopathes à des chants bouddhistes, à des drogues psychédéliques comme le LSD, parce qu'il travaillait beaucoup avec le LSD, et il permettait de reprogrammer sous une forme d'hypnose chronique les gens. C'est assez fou avec les drogues qui
qui ont été étudiés pendant des années en Amérique, après le Dr. Timothy Leary, par l'armée, différents programmes d'investigation, ce qu'on peut faire comme programmation. Mais pas seulement, hein, on n'a pas besoin de drogue, on a juste besoin d'une télé et d'un organe de propagande suffisamment puissant pour convertir les gens à des valeurs précises. Qu'ils devraient diffuser en prison, par exemple, au lieu de diffuser des gens qui vont se radicaliser, eux, de même façon qu'ils se radicalisent, on pourrait les déradicaliser comme ça. Malheureusement, ça ne se passe pas. Et ça ne se passe pas comme ça. Je ne connais pas les circonstances, mais le monsieur là qui a tué des gens à Strasbourg, il a quand même 27 condamnations, il était fiché terroriste. Il voulait l'arrêter, ça s'est mal passé, il est sorti, il a buté des gens parce qu'il est programmé pour ça. Ce gars-là, il n'y a pas de solution. Hein. Je veux dire, là, c'est au-delà de... À part l'enfermer en réclusion pendant longtemps, qu'est-ce qui va se passer après? Et encore. C'est des gens qui n'ont aucune empathie pour nous et qui sont là précisément pour nous détruire. Oui, c'est triste. C'est triste, absolument. Écoute, on va peut-être prendre une petite pause musicale maintenant. Ouais. Pour te permettre de souffler aussi, et puis revenir dans quelques minutes à notre émission. Avec plaisir. Merci. De retour avec Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose, en compagnie de Nicolas Guillaume à Strasbourg. Nicolas, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà. À la distance. C'est même à distance, et puis sur cette improvisation, puisque c'était pas prévu, mais c'est comme ça fait partie des aléas de la vie pour pouvoir justement retomber sur ses pattes et ne pas se mettre en colère lorsque quelque chose d'imprévu nous arrive, en fait. Et puis on se laisse alors dominer par sa colère, s'abaisser à des actes bas, vils, et faire usage d'une violence inutile pour lancer des accusations à droite et à gauche contre même les membres de sa proche famille ou des amis. Et puis, il y en a qui portent atteinte à eux-mêmes, en fait, parce que le suicide, c'est peut-être aussi une forme de colère extrême contre soi ou contre la société. Et donc, on est emporté par la fureur. On est emporté par ça qui risque de coûter cher aussi, puisque pour quelques secondes de violence, on peut payer le prix fort, soit en temps de prison, soit en termes de pertes vraiment sèches par rapport à ce qu'on aurait pu gagner en se maîtrisant, ne fût-ce que quelques secondes. Et donc, j'aimerais parler pour cette deuxième partie, en tout cas pour maintenant, de ce qui fait ressortir sortir quelqu'un de ses gonds. En fait, est-ce que la colère, c'est le résultat de quelque chose, de frustrations latentes qui sont bien enfouies à l'intérieur et qui remontent à la surface, un peu comme un volcan qui explose? Et comment est-ce qu'on peut déterminer justement les catalyseurs de cette colère, les évaluer et les évacuer? C'est un vaste programme. Ouais, si on regarde les graffitis en Égypte ancienne, sur les pyramides... Les graffitis ou les hiéroglyphes? Ouais, les graffitis qui décrivent les hiéroglyphes. Ouais, pas les graffitis anciens. Okay. Les graffitis des Égyptiens anciens. Sur les pyramides, il y a une phrase qui me revient, c'est « Tout problème est un problème de perception ». Absolument, bien sûr. Et c'est non seulement un problème de perception, de compréhension de la situation, mais également quelle est la capacité d'encaissement du stress des individus. C'est pas pour rien si dans tous les pays un peu évolués, ça va peut-être venir en France, les enfants sont formés dès le plus jeune âge à la méditation. Il y a un seuil. Plus vous entraînez un cerveau à la méditation, plus il y a une résilience. On s'est rendu compte que c'était Cyrulnik qui en parlait, c'est le grand pape précurseur de la résilience et de l'éthologie en France. Donc
donc l'étude comparée des comportements animaux par rapport aux comportements humains, on s'est rendu compte que les moines tibétains, les grands méditants, quand ils étaient torturés par les Chinois, ils résistaient très bien à la torture, ils résistaient très bien au stress, ils résistaient très bien à la douleur, parce qu'ils avaient cette capacité de contrôler leurs émotions. Quand on est habitué à méditer, quand on est habitué à peu importe le style de méditation, que ce soit par la respiration, la visualisation, les chakras, tout ça, on a un seuil d'activation des hormones qui ralentissent les émotions qui est plus élevé. Donc du coup, on peut mieux tamponner les accès éventuels irrationnels, les activations de l'amygdale. Alors, je vais expliquer ça un petit peu, je vais l'expliquer de façon un peu plus claire, plus concise, moins technique peut-être. Ouais, le plus simple possible. Quand la personne est en face d'une situation qu'elle ne comprend pas, et qui est potentiellement dangereuse et problématique, le cerveau abaisse le QI. Le cerveau coupe littéralement l'accès au sang de la zone qui est responsable pour la réflexion, pour se concentrer juste sur est-ce que je me bats ou est-ce que je me taille? Est-ce que je me mets en colère, j'agresse, ou est-ce que je me taille parce qu'il faut que je fuis, je fuis. Et cette activation-là, est faite lorsque le cerveau est incapable de jauger, d'évaluer, de prévoir, de comprendre la situation. Tout problème est un problème de perception. Et actuellement, il y a beaucoup d'individus qui de par leur éducation, ou leur absence d'éducation, n'ont pas appris à décoder logiquement, de façon analytique, à prévoir les choses, et donc se retrouvent totalement démunis dans de plus en plus de situations. Moi, j'étais un élève assez calme, assez studieux. Ah bon? Et ouais, plus maintenant. Hein. Non, voilà. Et à l'école, quand on est comme ça, on a toujours cette situation-là où on se met à parler de façon assez soutenue à des gens qui n'ont pas ce niveau de langage et qui se mettent en colère parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites, qui vous traitent d'intello, c'est la racine de l'enfant qui est maltraité à l'école parce qu'il a des bonnes notes, parce qu'on traite de chouchou de la classe, parce que pour différentes raisons, et qui va en plus, surtout s'il est atteint d'autisme Asperger, ou des gens qui ont des niveaux de langage très soutenus, voire caricaturaux, et les autres élèves ne les comprennent pas, et donc ils s'énervent. Parce que le cerveau ne sait pas décoder, donc il active ces mécanismes-là qui sont des mécanismes primitifs de réponse binaire à une situation qu'on ne comprend pas. C'est ça. Et donc, en fait, c'est aussi une forme d'orgueil parce que même au niveau enfant, ils refusent de concevoir, de voir et de ressentir que, eh bien, eux sont imparfaits. Il y en a d'autres qui sont meilleurs qu'eux. Et cette forme d'orgueil les fait se mettre en colère aussi. Il y a, je pense aussi, ce mécanisme, même s'il est totalement inconscient chez un enfant, qui joue beaucoup. Parce que ça éveille peut-être un sentiment de culpabilité. Lui, il n'est pas comme ça. Il se sent responsable de ça et il va réagir avec violence envers son prochain. Il faut imaginer, est-ce qu'il y a un endroit où on met des adultes, on met une quarantaine d'adultes dans une pièce assez exiguë, sur des bureaux, et on leur dit, vous vous connaissez pas, et maintenant vous allez tous travailler ensemble. Ça n'existe quasiment pas, ce type de situation-là, dans la vie adulte. Et pourtant, c'est ce qu'on impose aux enfants. On leur impose de rester assis, de travailler ensemble, de s'aimer, d'être camarades, et en plus de suivre des cours pendant 1 heure, alors qu'on sait qu'un enfant, un adulte, ça a une attention de 15-20 minutes maximum. Et forcément, il y a des moments où les tensions doivent se lâcher. Dans les zones d'éducation prioritaire, ça se passe en cours, parce que c'est la guerre. Et dans les autres écoles, ça se passe dans les règlements de compte, à la sortie des classes, dans les récrés, dans le harcèlement, quoi. Mais quelque part, une école, tu as besoin d'avoir une école où les enfants vont se réunir pour justement apprendre à vivre en société. Oui, mais si on se réfère à, par exemple aux travaux, on peut parler de Steiner ou de Montessori, on peut parler de Céline Alvarez, oui, qui a révolutionné l'approche pédagogique chez les enfants et qui s'est fait éjecter
malgré ses résultats surprenants et phénoménaux, validés par des observateurs neuroscientifiques. C'est des classes ouvertes, c'est des classes où il y a des groupes de niveau, c'est des classes où le niveau individuel est privilégié par rapport aux travaux de groupe. On n'impose pas aux enfants à travailler ensemble. D'abord, on les développe individuellement. Et quand on fait ça, elle s'est aperçue que l'empathie augmentait et que les enfants étaient hyper soudés et hyper empathiques. Ils s'aidaient les uns les autres sans se taper dessus, alors qu'elle était dans une ZEP à la base. Elle était dans des enfants à problème à la base. Et très très rapidement, elle a eu des résultats fulgurants. Ça, c'était ses premières observations qui ont surpris tout le monde, quoi, qui ont vraiment surpris elle-même, les autres enseignants et les neuroscientifiques. Je vois. Et dans le système, mais elle ne fait que reprendre en fait ce qui est l'éducation traditionnelle, parce que si vous voulez apprendre la logique d'Aristote, si vous êtes François Rabelais, chez les jésuites, vous apprenez ça quand vous êtes au CP, CE1. Mais actuellement, pour apprendre la logique, pour décoder le monde, qui est quand même des bases, en France, il faut aller en maths sup, en maths spé, donc en post-bac. Et beaucoup de gens arpentent le monde sans avoir aucune notion de logique, et même plus de notion de grammaire, ni de décodage de texte, de loi, de règles de société. Et donc du coup, ajouter ça au téléphone portable qui diminue fortement l'empathie, vous avez une société qui s'énerve, quoi. C'est ça. Eh bien, faudrait que tu deviennes ministre de l'Éducation, Nicolas. Non. Moi, je suis pour. D'abord, je voudrais pas être ministre de l'Éducation, je voudrais être président. Oui, mais enfin, c'est trop risqué comme position, là. Non, franchement, il y a plein de choses à revoir. Tout le système français est à revoir. Il faudrait oser la démocratie, il faudrait oser plein de choses. Ce que les gens réclament là actuellement. Moi, je peux parler aux gilets jaunes, j'ai un peu parlé à des gens à l'étranger qui nous voient à l'étranger. De l'étranger, ils nous voient comme des révolutionnaires, ils nous voient comme des modèles. Ils sont plutôt positifs vis-à-vis de ça, parce que les gens n'ont rien, ils n'ont plus de dignité, ils sont dans la rue. Les Français, ils en ont, quoi. Et il y a des tas de choses à changer. On va pas parler politique ici, mais il y a des lois à changer, la loi sur les banques, il y a tout un tas de trucs que si on ne fait pas ça, si on ne change pas la Constitution, si on ne met pas en place un vote des lois par le peuple, comme en Inde, c'est possible, par le vote électronique, les gens ne se sentiront jamais vraiment en démocratie, mais plutôt en oligarchie, avec une caste dirigeante qui est totalement déconnectée, avec des salaires qui font rêver. Alors que dans les pays comme en Islande, les politiques sont pas tellement si bien payés. Et c'est plutôt un sacerdoce et un honneur d'être dirigeant qu'un privilège et une position avec retraite. En Norvège, en Suède, voilà. Quand on a 11 000 euros par mois, qu'on a une vingtaine de collaborateurs, qu'on a une voiture de fonction, un truc, et qu'on a en plus une retraite cumulée et sans plafond, on s'en fout des autres, quoi. Exactement, c'est très dommage. Mais pour revenir à notre sujet, je voudrais émettre l'idée qui n'est pas de moi, mais de comment évacuer la colère. Comment évacuer cette colère, peut-être en écrivant. Parce qu'on sait qu'en neurosciences, lorsque l'on écrit les choses, lorsque l'on les met sur le papier, on change beaucoup et on peut concrétiser quelque chose que l'on n'avait que dans sa tête. Et peut-être écrire une lettre incendiaire à la personne envers qui on est en colère, à la personne qui nous a fait du mal, sans l'envoyer. Et alors, lorsque l'on a exprimé tout ce qu'on a ressenti par écrit, en ne laissant rien de côté, eh bien, tout simplement, puis après on déchire la lettre, évidemment. On la déchire, on l'envoie pas. On se sentira bien mieux. Parce qu'on a fait sortir cette colère, mais elle est passée sur le papier. Je ne sais pas ce que tu en penses. Elle peut être passée avec des personnages hétéros, c'est-à-dire en écrivant réellement aux personnes, avec les vraies personnes. Mais en général, la catharsis se fait dans les romans. Beaucoup de gens qui ont survécu à des guerres et qui ensuite ont écrit des romans où ils changent les noms
Et ça leur fait leur catharsis. La catharsis qui était le théâtre où on changeait les noms, on reproduisait les mêmes scènes et du coup ça permettait aux gens d'évacuer. Mais tout ça, ce n'est que le recablage qui est fait lors du sommeil paradoxal, lors des rêves. Si vous avez un bon sommeil, normalement vous récupérez rapidement d'un traumatisme. Parce qu'un bon sommeil avec des grosses périodes de rêve et des bonnes périodes de sommeil lent qui permettent de récupérer l'énergie des neurones, de la glie, de ce qui nourrit le cerveau, et des bonnes, enfin il y a deux phases grosso modo dans le sommeil. Il y a la phase lente où on récupère l'énergie et la phase rapide qui est les rêves, où on fait du recablage, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu dans la journée, on sélectionne ce qu'il y a à garder. Et surtout, on épuise les frustrations de la journée, on rejoue les personnages dans les rêves, on rejoue les situations sous forme de métaphores, et souvent, ce que Freud avait identifié comme le Träume Tag, le rêve qui est en rapport avec ce qui s'est passé dans la journée. Et le rêve va rejouer, va transformer les personnages et situations pour pouvoir justement exorciser ces non-dits, ces non-accomplis, ces frustrations qu'on a dans la journée. C'est vrai que ça va jouer dans ce sens-là, mais c'est pas évident. Et concrètement, on ne le voit pas tellement. Concrètement, les gens se réveillent à nouveau avec la même colère qu'ils avaient avant ou plus. Oui, et donc parce que les sommeils sont de moins en moins de bonne qualité. Oui. Et effectivement, écrire une lettre, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'aller voir la personne, de se réconcilier avec elle, oui, ou de trouver un terrain d'entente. C'est d'agir, en fait. C'est d'agir sur ses frustrations. Et effectivement, si la personne est morte ou si la personne est inaccessible ou en prison, c'est difficile à faire. Ou si on n'a pas à le faire, on ne le fait pas. Mais plus on va agir sur les frustrations, et moins elles vont rester, en fait. En fait, c'est de lui pardonner non pas pour elle, mais pour soi. Garder de la colère contre quelqu'un, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre meure. Ouais. Ça en revient à ça. Pardonner, c'est pas oublier. Exactement. Pardonner, c'est pas accepter. Pardonner, c'est juste dire tu disparais de ma vie. Ça, c'est pas un vrai pardon, mais c'est vrai que ça peut être un départ de pardon. C'est couper en fait le lien toxique que l'on entretient avec il m'a fait ça, et il m'a fait ça, et il m'a fait ça. Alors, pardonner, tu disparais de ma vie, c'est quand la personne n'est pas désirable dans sa vie, quand elle a vraiment fait quelque chose d'horrible, un violeur par exemple. J'encourage à pardonner, enfin, à métaboliser tout ça, mais c'est pas pour ça qu'on va reprendre une relation avec cette personne. Oui, tout à fait. Mais on peut pardonner à son voisin, par exemple, et continuer à jouer au bridge avec lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on apprend d'ailleurs. D'ailleurs, en hypnose, on fait également ce qui s'appelle la vengeance de l'inconscient. Donc, on peut faire une séance d'hypnose pour simuler, imager une vengeance que l'on voudrait avoir envers quelqu'un qui nous a fait du mal, et puis on va se venger. Donc, dans son inconscient, on va jouer cette vengeance, on va la faire, et puis finalement, au réveil de la séance, la personne sera apaisée parce qu'elle se sera réellement vengée. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ouais, c'était ce que Fritz Perls, le contemporain d'Erikson, appelait la Gestalt. Oui, c'est vrai qu'il y a cette méthode-là de Gestalt. Ouais, il a appelé ça la Gestalt, mais c'est inspiré de l'hypnose. Hein, oui, c'est vrai. Et donc, dans cette vengeance-là, ça permet à la colère de s'évacuer de manière consciente et inconsciente à la fin. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois avec plusieurs personnes. Ça marche très, très bien. C'est absolument fulgurant et impressionnant. Comme quoi, la personne s'est vraiment vengée. Elle a totalement détruit son ennemi en séance d'hypnose, et puis après c'est fini, quoi. C'est passé, elle n'y pense plus, elle est satisfaite et soulagée. Sa colère a disparu, et là elle est prête à pardonner. Alors moi j'ai deux méthodes, j'utilise ce principe-là pour les allergies. Oui. Alors de quoi il s'agit?
c'est la même chose en fait. Pour l'allergie au chat, par exemple, soit je fais caresser un chat hypnotique, c'est la méthode douce. Alors la personne caresse un chat qui n'existe pas, donc elle s'habitue au chat, elle simule un chat virtuel par hallucination hypnotique. Ou alors, je fais produire de l'adrénaline pendant que la personne est exposée au chat, ou un petit peu avant, je fais passer des scénarios où la personne tue des chats de façon très violente. Ok. Et ça fait monter l'adrénaline, et en fait, ça empêche le mécanisme d'allergie après. Et allergie, tu veux dire allergie ou phobie? Allergie. Allergie au chat. C'est-à-dire, l'adrénaline, on l'utilise comme traitement curatif de l'allergie. Quand les gens font un œdème de Coinck, on leur injecte de l'adrénaline, ou on leur injecte des antihistaminiques. Okay. Et là, en fait, par la pensée, en leur faisant tuer des chats, et dans des scènes très très violentes, je fais activer leur surrénal par la pensée. Okay. Et donc, ils montent eux-mêmes leur adrénaline. C'est le même principe en yoga du froid. Par exemple, quand je mets les gens dans le froid, je leur fais monter leur adrénaline et en même temps calmer le rythme cardiaque. C'est ça. On peut contrôler ces hormones par la pensée. C'est ça. Et pour revenir à cette allergie, c'est alors en leur faisant ça, et après, ils n'ont plus d'allergie au chat? Moi, c'est au poil de chat, en fait, c'est ça? J'ai une allergie au chat. Oui. Et quand je suis face à un chat, je m'imagine en train de le tuer. J'adore les chats, mais je m'imagine en train de le tuer sauvagement. Ok. Et du coup, je développe pas l'allergie. Génial. Super. Et ça, on peut le faire avec les acariens aussi? Ouais, on les imagine avec un microscope, avec des épingles, on les écrase, je sais pas quoi. Mais les acariens, c'est très vicieux parce qu'en fait, les acariens, on dévie un peu du sujet, mais les acariens, on ne les voit pas, donc c'est vraiment psychologique, ces allergies aux acariens. Parce qu'il y a des gens qui, s'ils pensent qu'il n'y a pas d'acariens alors qu'il y en a vraiment, ils vont pas être allergiques à ça. J'ai un cas comme ça, en tout cas. L'allergie, c'est toujours très psychologique. Nous, on a dévié, c'est ma faute. Non, mais c'est quand même de la violence parce que l'allergie nous fait violence, ou fait violence à celui qui est allergique à telle et telle chose. Est-ce que ça marcherait pour le pollen, par exemple? Imaginez détruire des fleurs, mais je ne suis pas sûr. Et donc, on a cette violence qui rentre en nous. Donc, on est encore dans le sujet. On est encore dans le sujet. Alors, ce que tu expliquais sur la vengeance, oui. Moi, j'explique ça à mes clients. Tout souvenir que vous avez, que ce soit des abus, plein de choses, enfin, tout ce que vous avez comme souvenir qui est passé et qui vous hante et qui vous rend malade ou qui s'active, c'est que des souvenirs, en fait. C'est une vieille cassette. Oui. C'est une cassette que vous rembobinez, vous remettez en place, vous rembobinez. Et en fait, le cerveau, c'est con. On ne pourra jamais changer l'histoire, mais on peut changer la cassette, on peut l'abîmer, on peut réenregistrer quelque chose dessus, on peut rajouter des personnages, on peut tout faire. Oui. Et effectivement, en faisant une catharsis comme ça, en faisant une réécriture de scénario, en faisant une métabolisation en romancisant ce qui s'est passé, voilà, personne ne retrouve, elle a 3 ans, elle commence à parler comme c'est à 3 ans, sous hypnose, puis ensuite on la fait sortir du corps et regarder la situation. À l'âge de 25 ans, son âge, elle voit cet enfant de 3 ans qui est soi-même en train de se faire traumatiser par une tierce personne. Et elle dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle se voit de l'extérieur, avec son âge, et je dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour aider cet enfant? Qu'est-ce que tu lui dis? Dis-lui qui tu es, viens du futur et change le passé. Et nous sommes des voyageurs du temps dans cette espèce de petite boule de graisse là, dans une boîte fermée qui s'appelle le cerveau. On est des voyageurs du temps qui sont perpétuellement en train de voyager du futur, de l'angoisse du futur, des prévisions sur le futur, au présent et dans le passé. Et on peut voyager dans le temps et importer le présent dans le passé et le changer. Et ça a des résultats spectaculaires, comme tu le sais. Absolument, spectaculaire. C'est très intéressant ce que tu dis, et on va peut-être terminer sur cette note positive, parce que dans le judaïsme, le temps n'est pas une ligne droite que l'on traverse, comme on pourrait s'imaginer, que l'on avance dans le temps, on marche dans le temps dans une lignée, une ligne où on avance vers le futur. Le temps est en fait une boucle, un cercle qui
ce qui revient sur lui-même. Et lorsque l'on revient à tel et tel événement ou anniversaire, c'est en fait les mêmes influences célestes, les mêmes influences atmosphériques qui reviennent comme une boucle. Et en fait, le temps nous traverse, c'est pas nous qui traversons le temps. Et on peut donc être dans cette boucle, dans ce cercle. Et dans ce cercle, on peut revenir à ce même événement du passé qui sera là avec ces mêmes influences et changer cette influence-là. On ne peut pas changer l'événement, il est là, il a existé, il s'est passé, mais on peut contrôler l'influence, la manière dont il va être perçu pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il va pouvoir nous donner ou enlever les mauvaises influences qu'il aurait pu nous donner et les mauvais événements qui se sont passés. Voilà un peu comment on peut, ce que tu dis rejoint exactement ce concept-là du temps en forme de boucle et de cercle. Pour revenir, rebondir là-dessus, les Asiatiques ont cette même conception du temps circulaire. Oui. Du coup, les gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer, par exemple, sont beaucoup mieux vécus en Asie parce que quand mamie, elle perd la mémoire, en fait, elle revient enfant. Elle revient au début. C'est ça. Et donc, on va pas l'embêter. On accepte. Oui, tout à fait. Écoute, Nicolas, on arrive bientôt au terme de cette émission qui a été passionnante, comme d'habitude avec toi, et vraiment extraordinaire, parce que suivi aussi par beaucoup de monde qui m'ont envoyé beaucoup de messages de soutien pour Corinne Cloy, que j'espère recevoir ici prochainement, à qui j'adresse tous mes vœux de guérison et de bon rétablissement par rapport à cette agression. Et puis, je rappelle que toi, tu es sur Strasbourg, tu es joignable sur Strasbourg, tu as ton site web, tu as Facebook, Nicolas Guillaume Wolf, qu'on peut retrouver. Et puis, personnellement, moi, sur Anguin-les-Bains, je suis à Radio Anguin tous les 2e et 4e mercredis du mois. Ou bien, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib et également sur ma chaîne Facebook. Regardez toutes ces émissions qui sont sur la chaîne YouTube, qui sont retransmises via la chaîne Lève Hypnose. Merci beaucoup d'avoir été à notre écoute et à très prochainement pour dans 2 mercredis. À très bientôt. Nicolas, merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir.